Je suis journaliste depuis un certain nombre d'années. Je suis indépendant. Je travaille dans un magazine qui s'appelle Le Vif l'Express, mais également pour d'autres journaux en France et en Suisse. Je travaille beaucoup sur l'Afrique centrale, mais également sur le Proche-Orient. Le journalisme, par définition, c'est de l'investigation. Dès le moment où vous posez une question à un interlocuteur, vous commencez votre investigation. Donc, à la première minute, ça commence. Et je ne vois pas fondamentalement de différence. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit gratter pour voir ce qu'il y a derrière. Que l'info soit minime ou que ce soit carrément l'enquête au long cours, c'est la même démarche. Ça peut être quelque chose que vous entendez dans la rue, dans une réception, la part de quelqu'un de votre famille. C'est le journaliste qui doit sentir s'il y a matière à début d'investigation. Parce qu'il y a des choses que les gens peuvent vous dire comme ça de manière tout à fait anodine, mais il faut que dans la tête du journaliste, que ça puisse faire tilt et que ça puisse donner naissance à quelque chose de plus élaboré. Ce sont les mêmes règles que pour toute enquête, pour tout reportage, pour tout article que l'on écrit, pour toute séquence que l'on produit, c'est recouper, recouper et encore recouper l'information. Comme ça, quand ce sera bien solide, il n'y aura pas de contestation possible après et il pourrait y avoir des conséquences et des suites. Dès qu'on a l'idée, il faut commencer à la tester auprès de différents intervenants, sans se faire brûler non plus le sujet, parce qu'il y a des concurrents journalistes qui sont là et qui pourraient prendre éventuellement le sujet. Il faut essayer d'avoir un bon interlocuteur qui pourra donner de la substance au reportage. Et puis alors, en fonction de ça, on verra si on peut continuer ou pas. Les sources, ça vient de fil en aiguille. Parce que dès le moment où vous parlez à une personne, cette personne va vous citer le nom de 2 autres personnes. Les 2 autres personnes vont vous citer le nom de 10 autres personnes. Et puis ça va comme ça de fil en aiguille. Ça peut aller très très vite. Donc c'est assez rare que dès le moment où on a un sujet, qu'on arrive à une impasse. En fait, dès le moment où vous avez le sujet et que vous avez un premier bon interlocuteur, à partir de ce moment-là, ça peut commencer à disséminer et à partir dans différentes directions. Le tout, c'est de bien garder le cap et de ne pas se disperser dans des directions qui ne seraient pas appropriées. Il y a des sources qui peuvent nous conduire sur des voies de traverse. Il y a des sources qui peuvent nous donner des informations dans un souci de nuire à d'autres personnes et que soi-même, en tant que journaliste, on ne peut pas détecter directement. En fait, ce qui est important pour le journaliste, c'est de ne pas s'emporter trop vite, parce que c'est vrai que si quelqu'un commence à dire quelque chose de très touchy ou de quelque chose d'assez énorme, on a presque envie de bondir là-dessus et de déjà écrire. Attention, là, il faut faire très attention de ne pas trop croire ce que les gens racontent et de garder la raison au moment où on veut commencer à écrire ou produire une séquence. Il ne faut pas n'avoir qu'une ou 2 sources parce que à la fin, on saura très bien qui est votre source. Moi, j'ai déjà eu le cas où il y a une source que je ne peux plus contacter vraiment parce que dès que je la contacte et qu'elle me donne des informations, après tout le monde sait que c'est lui, que c'est cette source-là qui m'a donné l'information. Donc là, il faut quand même essayer de multiplier les intervenants. On a toujours appris qu'il fallait séparer le point de vue et les faits. Donc une vraie enquête, pour qu'elle soit crédible, il faut que ce soit les faits, uniquement les faits. Il faut que ce soit une démonstration. Par A plus B. Évidemment, il peut y avoir la dénonciation là-dedans. Parce qu'encore une fois, une enquête, ce n'est pas un rapport de ministère. Mais il faut quand même que la démonstration
soit clairement établie. Un journaliste doit travailler comme un juge. Il doit travailler à charge et à décharge. Mais il n'est pas juge non plus. Il est journaliste. Donc, il peut témoigner de ses propres émotions, il peut faire part de dénonciations, il peut utiliser des mots de vocabulaire ou des tournures de phrases qui montreront un peu dans quelle ligne il est. Après tout, un journaliste, c'est un être humain qui est là avec ses affects, ses émotions. Mais donc, il faut qu'il puisse les exprimer, mais il faut également qu'il puisse voir un peu, qu'il donne la parole à des personnes qui vont un peu contre sa propre conviction intime. Oui, il faut qu'il fasse ça aussi pour que son enquête soit crédible. Les pratiques sont les mêmes, les techniques de journalisme sont les mêmes, donc je ne vois pas pourquoi ça différerait en Europe et en Afrique. Il y a des consignes de prudence peut-être qui sont peut-être plus de mise d'un côté ou de l'autre, mais on est de toute façon toujours un peu en danger. Disons qu'on s'expose dès le moment où on fait l'investigation, même en Europe. Donc en Europe, on peut très bien avoir des gens qui cherchent à vous nuire d'une façon ou d'une autre, même de façon officielle, parce que vous les avez embêtés avec une enquête. En Afrique, j'imagine que c'est la même chose. On peut également tenter de vous nuire et parfois ça peut terminer de façon tragique aussi. On a beaucoup de cas de journalistes qui sont morts simplement parce qu'ils ont fait leur métier. Mais c'est pas propre à l'Afrique. Bon, on trouve ça également en Europe, on trouve ça en Russie, on trouve ça au Moyen-Orient. Quand on va dans un pays africain, on n'est pas... Nous, en tant qu'Européens, moi en tant que Belge, je ne suis pas ressortissant de ces pays-là. Donc, je n'ai pas une liberté aussi grande que je ne l'aurais en Europe, où je suis un peu chez moi et où je suis ressortissant européen, ressortissant belge, donc on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Mais dès le moment où je suis dans un pays étranger, les règles du jeu changent un peu, parce que les gens vont dire, bon, qui vous êtes ici, qu'est-ce que vous venez chercher, quelles sont vos autorisations? Parce que le problème, c'est que quand on va dans un pays étranger, soit on se déclare comme journaliste, à ce moment-là, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire, et on est toujours un peu dans des balises. Et donc ça limite un peu le travail d'investigation. Soit on ne se déclare pas comme journaliste, mais alors effectivement on peut avoir accès à plus de témoins, mais dès le moment où on se fait attraper par des services de sécurité, on risque de passer un mauvais quart d'heure et d'être expulsé, au minimum. Oui, mais je souhaite bon courage aux journalistes qui vont s'aventurer sur ces voies-là. Ce sera tout à leur honneur de travailler là-dessus. Mais je leur demanderai, je leur conseillerais d'être extrêmement prudents. Parce que il y a parfois des règles de droit qui n'existent pas en Afrique, mais qui existent en Europe. Et donc les gens qui seraient interpellés pour des faits de corruption pourraient utiliser des voies et moyens, parfois très peu légaux, de façon à faire taire ces journalistes. C'est évident qu'en Europe, c'est beaucoup moins le cas, et que dès le moment où il y a une menace qui se profile à l'égard d'un journaliste en Europe, le journaliste peut porter plainte, et puis la personne sera très vite, éventuellement, interpellée ou traînée devant les tribunaux. Et en Afrique, les règles de droit sont parfois un peu élastiques. De ce que je constate, c'est que l'indépendance des tribunaux n'est pas toujours acquise. Et donc c'est pour ça que je pense que le journaliste africain, en tout cas dans certains pays, doit faire preuve de beaucoup plus de prudence qu'un journaliste européen dans son propre pays. J'ai l'expérience conjointe sur le Rwanda et
et la Belgique, parce que j'ai fait une enquête à l'époque sur les présumés génocidaires de 1994 qui se promenaient en Europe et en Belgique en particulier. J'étais à la fois au Rwanda, à la fois en Belgique, et là j'ai découvert des choses incroyables. Mais là aussi j'avais tendance à très vite dire, mon Dieu, mais c'est scandaleux que tel ou tel circule en Belgique. Mais après, je me dis, mais il faut que je reste prudent, parce que cette personne que l'on me dénonce comme étant un génocidaire, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a du sang sur les mains, ou quelqu'un qui a des choses à se reprocher? J'avais à la fois mon indignation qui me portait, mais à la fois je devais rester très prudent. Mais malgré ça, une personne que j'ai mis en cause dans mon reportage m'a traîné devant les tribunaux. Et je suis très content parce que il a été débouté en première instance, mais également en appel. Et en fait, le juge a dit que je n'avais pas été trop loin, parce qu'un journaliste peut avoir une capacité d'indignation, il peut parfois un peu exagérer, mais dès le moment où j'ai mis des conditionnels, dès le moment où j'ai mis présumé, sans présumé génocidaire, sans accuser la personne d'être un génocidaire, et a fortiori, si j'ai donné la parole à cette personne et aux gens qui le défendent, à ce moment-là, le juge a considéré, en première instance et en appel, que j'avais très bien fait mon travail, et la personne a été déboutée, même si la personne a été traînée sous un jour peu reluisant dans un grand magazine ici en Belgique. Si l'enquête est bien faite, il y aura forcément des suites. D'ailleurs, quand j'ai fait l'enquête sur les génocidaires, j'ai bien constaté qu'il y avait une sorte de regain d'activité en termes judiciaires. Donc là, c'est quand même la récompense du journaliste. Mais bon, il faut faire en sorte aussi qu'il y ait des suites, oui, effectivement. Je crois que ce sont là deux choses. C'est à la fois pouvoir travailler en réseau avec des journalistes confirmés d'autres continents, et européens en particulier. Je crois que la force du journalisme de l'avenir, c'est justement de travailler en réseau, maintenant qu'il y a Internet et tout ça, et qu'il y a une multitude de sources d'informations, et à la fois avoir des supports médiatiques suffisamment importants, et en particulier le site Internet. Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment soigner. C'est avoir des sites Internet qui soient performants et qui deviennent petit à petit des références, et qui puissent donc être consultables dans le monde entier. Dans la mesure où maintenant il y a parfois moins de moyens pour l'investigation, que ce soit en Afrique mais également en Europe, je pense que l'avenir, c'est effectivement de faire des pools de journalistes, peut-être 2 minimum, mais il faut effectivement ne pas trop élargir la palette. Moi, j'imagine très bien un journaliste européen et un journaliste africain qui travailleraient ensemble sur un sujet qui serait évidemment d'un intérêt commun, à la fois pour le public européen et pour le public africain. Là, je crois vraiment qu'il y a un avenir. Par exemple, imaginons un sujet sur le diamant. Bon, vous savez que le diamant, il est extrait en Afrique, mais il est taillé en Europe, il est vendu en Occident et ailleurs, au Proche-Orient. Donc c'est important, par exemple, là, de mettre les journalistes des deux continents en rapport, parce que ça pourrait booster vraiment le sujet.